et qui amènerait après le juge aux affaires Mais familiales à statuer. tout à l'heure, enfin, D'accord. voilà, c'est ça. C'est donner juste qu'il n'y ait pas que le placement à la main du procureur, qui puisse peut-être décider d'autres choses, Mhm. suspendre des droits de visite, suspendre certaines choses qu'aujourd'hui c'est pas possible. Donc on place. Donc à mon avis, il y a une petite différence. Et j'entends ce que vous indiquez, mais quand on justement là, ça veut dire qu'on a deux juges qui traitent le même dossier. C'est pour Oui. ça que je me dis qu'à un moment, on n'aurait qu'un seul juge, on serait plus cohérent. Et quand la situation est revenue, il repasse au JAF. Parce que quand on veut essayer de faire économiser aussi du temps magistrat, c'est ça aussi. Oui, oui, après, voilà, il peut y avoir, comment dire, c'est important d'organiser une bonne circulation de l'information. Il peut y avoir un risque quand même à mélanger toutes les casquettes. Voilà. Déjà que le juge des enfants est doté de pouvoirs très importants. Voilà, moi j'attire votre attention sur ce sujet-là. Donc, en tout cas, j'ai pas de position tranchée, mais il me semble que c'est important voilà, de bien comprendre ce qui dysfonctionne. Et si c'est l'incapacité à protéger un enfant qui est en danger lorsqu'il va passer un droit de visite chez son parent, alors qu'il réside chez l'autre parent, il y a sans doute d'autres solutions que celle du juge des enfants qui, voilà, qui n'est pas le dispositif appliqué selon nous. Euh, sur la question des administrateurs ad hoc, eh bien, écoutez, on a je dirais le résultat un peu de notre pingrerie, c'est-à-dire que oui, ce sont des bénévoles, donc il y en a de moins en moins parce que c'est un gros travail, c'est difficile, ça demande effectivement d'être formé. Et donc, il faut être très dévoué et avoir beaucoup de temps pour remplir, voilà, accepter de remplir cette mission. Donc si on veut professionnaliser les administrateurs ad hoc, et nous on pense qu'il le faudrait effectivement, eh ben, il faut dans ces cas-là créer un statut de l'administrateur ad hoc et puis mettre la main au portefeuille, hein, très clairement, parce que la situation ne va pas aller en s'arrangeant. Et c'est vrai qu'on voit clairement des administrateurs ad hoc qui sont sollicités par du coup, beaucoup de juridictions. Et d'ailleurs, ce n'est pas les juges des enfants qui les sollicitent le plus, hein, c'est notamment dans le cadre pénal qui sont beaucoup sollicités pour les enfants victimes, donc préparer, voilà, porter leur voix au procès, préparer en amont, exercer le droit les droits enfin, oui, exercer les droits de certains mineurs dans des procédures administratives type demande d'asile, etc. Donc ils sont sursollicités, il n'y en a pas assez, et je pense vraiment qu'on ne peut pas régler cette question, enfin ce sujet, en faisant reposer ce dispositif sur le bénévolat. Voilà, ça ne peut pas fonctionner. Donc il y a quelque chose vraiment à repenser là-dessus, mais ça a un coût. Et voilà. Je ne sais pas si on est prêt à le mettre, mais en tout cas il faudrait pour assurer une meilleure protection. Euh, sur la question des enfants en situation de handicap, c'est un constat effectivement que font les juges des enfants. Et là, je dirais que en fait, la réponse à ce sujet, c'est une prise en charge qui ne peut pas reposer que sur la protection de l'enfance, en fait. Voilà, je pense que la réponse, elle est sur un service public de l'enfance et du handicap et de la prise en charge du handicap qui est beaucoup plus large. Et c'est pas parce qu'un enfant porteur d'un handicap et relève de la protection de l'enfance que tout d'un coup il ne relève que de la protection de l'enfance. Or bien souvent c'est à ça que se heurtent les parents en difficulté. En plus c'est vrai qu'il y a une certaine lourdeur administrative pour faire valoir ses droits et qu'il y a un certain nombre de familles qui ont des difficultés pour faire valoir leurs droits. Donc voilà, il y a une sorte de cumul qui fait que quand des enfants porteurs de handicap sont en protection de l'enfance, c'est vraiment très très difficile d'obtenir des droits, mais je pense que là, la réponse, très clairement, elle ne se situe pas dans le champ de la protection de l'enfance, elle se situe dans le champ de la prise en charge du handicap. Et il faut que ces enfants-là soient dans le droit commun de la prise en charge du handicap. Et les éducateurs en protection de l'enfance doivent pouvoir bénéficier de passerelles pour rejoindre des dispositifs de droit commun et aider les parents à rejoindre les dispositifs de droit commun. Et il y a sans doute voilà, des choses à développer, vraiment des dispositifs, à mon avis, tout existe déjà, des dispositifs à développer et des moyens à mettre, pas forcément des mesures à inventer en fait, elles existent. Hein. C'est vraiment l'accès au droit commun, je pense, qui pose difficulté. La scolarisation, typiquement la scolarisation dans les IME par exemple. Bon, il y a des listes d'attente monstrueuses et c'est vrai que s'il y a de la maltraitance à domicile, on n'arrive pas évidemment on ne va pas passer devant tout le monde puisqu'il y a des gens qui attendent depuis 2 ans, les juges des enfants parfois le font, ça se passe pas bien, bon voilà, il y a toute une articulation à réfléchir je pense là-dessus. Euh,
peut-on réorienter les moyens des juges des enfants? Oui, oui, plus exactement, on peut moins facilement le faire qu'on le faisait auparavant. En réalité, cet arbitrage entre la casquette civile et la casquette pénale, il se faisait auparavant au détriment du pénal, on va dire les choses assez clairement. Parce que, je vous ai expliqué la situation, elle n'est pas nouvelle. Il y a des juges des enfants qui ont 600 ou 700 dossiers d'assistance éducative. Ils ont le pendant au pénal et donc ils n'ont pas du tout suffisamment de temps pour faire tout ce qu'ils devraient faire. Et auparavant, avant le code de la justice pénale des mineurs, pour dater les choses très précisément, il n'y avait pas de délai au pénal sanctionné et donc c'était un peu la variable d'ajustement. La priorité était mise par beaucoup de juges des enfants sur l'assistance éducative qui traitaient le pénal du mieux qu'ils pouvaient, mais c'est vrai en jouant sur ces délais qui n'étaient pas sanctionnés. Les choses ont changé puisque le CJPM a enfermé le travail pénal du juge des enfants dans des délais qui ne sont toujours pas complètement sanctionnés, donc certains commencent à s'en affranchir, mais néanmoins l'idée c'était quand même d'enserrer ça dans les délais et surtout à donner au procureur de la République la main sur une main plus ferme, on va dire, sur la procédure pénale. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais cette variable d'ajustement du pénal, les juges des enfants l'ont moins désormais. Même si, encore une fois, certains la prennent, prennent des libertés avec les délais. Les procureurs ont à cœur d'afficher des délais de traitement de la délinquance des mineurs, des bons délais, donc qui respectent le CJPM. Et nos collègues juges des enfants, donc nos collègues procureurs, nous disent que ça c'est une demande assez forte qui leur est faite, voire une injonction. Et les collègues juges des enfants disent, on se retrouve avec des audiences très lourdes pénalement et de moins en moins de temps pour traiter le civil. Donc la solution à ça, comme ces délais du CJPM, je pense, ne vont pas être desserrés, c'est pas trop l'esprit du moment, et qu'on parle même de comparution immédiate pour les mineurs, alors que les délais du CJPM ont déjà beaucoup raccourci les choses. Concrètement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de moyens pour réorienter ou donner de la souplesse sur le civil, à part mettre plus de juges des enfants, faire des normes un peu plus contraignantes sur le nombre de situations qu'un juge des enfants pourrait suivre dans un cabinet, exiger du ministère qu'il produise ce référentiel qui existe mais qu'il ne veut pas publier pour des raisons politiques. En tout cas, nous, on est très démunis par rapport à ça. Je ne sais pas si le législateur le serait moins, mais c'est vrai qu'à effectif constant, ça me semble difficile. L'État doit-il reprendre pour autant la question de la protection de l'enfance? Alors sur la question de la transparence, effectivement, je suis d'accord, ça ne règle pas le problème. Je me suis déjà exprimée. Dire il faut plus de moyens, il n'y en a pas, ça ne va pas non plus régler le problème. Encore une fois, je pense que ça serait déjà un premier pas. Est-ce que pour autant l'État doit reprendre la question la compétence protection de l'enfance? Nous, on ne le pense pas. Au syndicat de la magistrature, on n'est pas favorable à une recentralisation. Si cette politique publique a été décentralisée, c'est aussi, il y avait des excès et des choses extrêmement critiquables au moment de l'assistance publique, de la DAS, et on ne souhaite pas ces retours en arrière, même s'ils ne seraient pas automatiques avec la recentralisation de cette politique publique. Donc on ne pense pas que l'État soit le bon échelon pour gérer une politique publique qui doit quand même être adaptée à des questions de territoire et à des spécificités territoriales de population. C'est pas forcément les mêmes besoins. On a parlé de la question du handicap. Il y a des départements avec des grandes fratries où il y a besoin de placement de places pour des grandes fratries et puis d'autres où il y a moins ce besoin. Donc il y a vraiment une question d'évaluation des besoins par territoire qui doit être menée. Et nous, je pense que le département est quand même un meilleur échelon pour évaluer ses besoins. Et normalement, il est censé le faire au travers du schéma départemental enfance-famille, qui est, je crois, tri ou quadri, tous les 4 ans, je ne trouve pas le terme exact, excusez-moi. Et donc, au moment de l'évaluation de ses besoins, là, il y a sans doute quelque chose à améliorer. C'est que déjà, on se rend compte que ces schémas départementaux, il y a un certain nombre qui sont faits par les départements sans même consulter les juges des enfants. Alors qu'encore une fois, les juges des enfants sont prescripteurs de 80% des mesures, donc c'est tout à fait anormal. Et donc, l'expression des besoins et l'évaluation des besoins des territoires, je pense qu'elle peut être quand même mieux réalisée par les départements. Par contre, c'est sûr qu'il faut qu'ils s'y mettent et qu'il y en a un certain nombre qui ne le font pas.
Et après, quels sont les leviers de l'État lorsque les départements ne remplissent pas leurs obligations? Je ne sais pas si, voilà, je sais pas quel type de levier il peut y avoir. Est-ce qu'il peut y avoir des incitations financières? On a vu que, par exemple, il y a des incitations financières dans la loi Taquet qui ont été mises pour que les départements utilisent, comment dire, contractualisent mettent en place des protocoles avec les préfectures pour être capables de repérer les mineurs non accompagnés qui font du nomadisme administratif en attendant de pouvoir être placés. Et donc il y a des fichiers qui ont été mis en place, donc plutôt une idée de contrôle policier de ces populations. Et donc il y a un système qui a été mis en place d'incitation financière, me semble-t-il, pour les départements, pour que les départements fassent des protocoles avec les préfectures pour utiliser ça. Donc peut-être que l'État peut parfois trouver des dispositifs pour avoir des incitations. Il se trouve qu'en matière de protection de l'enfance, il ne le fait pas. Voilà, je pense que ça serait, enfin pour nous, en tout cas, la solution, elle serait plutôt de cet ordre-là, de trouver des dispositifs d'incitation, ou peut-être de palliatifs, effectivement, quand ce n'est pas fait par les départements. Est-ce que l'État ne peut pas pallier pour assurer la prise en charge mais pas reprendre cette compétence parce que, encore une fois, la recentralisation risque de donner un peu voilà, du prêt-à-porter qui ne sera pas forcément adapté au territoire. Il y a des endroits où il faut des puponnières, il y a des endroits où il n'en faut pas parce qu'il y a déjà d'autres dispositifs. Voilà, tout peut être décliné. Donc nous, on n'est pas favorable à cette solution, même si on entend qu'elle est évoquée, mais elle est évoquée pour des mauvaises raisons. En fait, elle est évoquée parce que les départements n'assument pas leurs responsabilités. Donc on n'est pas pour, nous, au syndicat de la magistrature. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. J'ai l'impression que mes collègues ont l'air de dire que c'est bon. Juste revenir sur la partie discernement. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'un enfant victime au pénal aura le droit à son avocat. Peu importe son âge, si je ne me trompe pas. Oui. Là, on parle d'enfants souvent victimes, mais au civil. Ils sont victimes de maltraitance, ils sont victimes de mauvais traitements. Voilà. Et là, ils n'ont pas d'avocat. Et il y a un âge de discernement. Donc, vous voyez, moi, c'est là aussi où ça m'interroge sur cette différence entre les deux. Ah, mais vous savez que je suis convaincue, l'avocat pour tout le monde, monsieur Mérissi. Vous pouvez me reprocher d'autres choses, mais pas celui-là. Celui-là, je suis avec vous le savez très bien. Mais sur la partie discernement, c'est pour ça que voilà, je me permets de réinsister, parce que moi, ça me choque un petit peu quand même que... et je peux l'entendre, le juge qui dit j'ai trop de dossiers, du coup tout ça en moins de 13 ans, je ne les entends pas. C'est dommage qu'il y a quand même des enfants, s'ils n'adhèrent pas à la mesure notamment d'assistance éducative, ça ne sert à rien de la prolonger, quoi. Ça peut être compliqué. Si l'enfant n'adhère pas, s'il y a des difficultés. Et donc c'est ça. Et après, vous m'avez moins répondu sur le fait, la relation avec la fourniture des dossiers des éducateurs, des dossiers que les travailleurs sociaux font pour vous faire le point de la situation. J'ai l'impression que c'est quand même compliqué d'avoir ces documents-là en temps et en heure. Ah oui, et en tout cas pour respecter que tout le monde puisse les avoir. Oui, quoi. d'accord, j'ai compris votre question. Pardon, je n'avais pas compris. Donc, je rejoins vos interrogations. Enfin, on les partage, vos interrogations sur l'avocat. Et encore une fois, nous, on penche plutôt sur l'idée d'un avocat d'enfant en assistance éducative. Alors, pas forcément avec cette notion d'enfant victime, parce que si au pénal, incontestablement, c'est un enfant victime de maltraitance dans le cadre d'une procédure pénale qui va exercer ses droits de partie civile, on ne peut pas transposer ce dispositif à l'assistance éducative où l'enfant alors, il y a des situations de grave maltraitance, mais il y a un certain nombre de situations où l'enfant n'est pas à proprement parler victime de ses parents. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés éducatives, un manque de savoir-faire éducatif, des négligences qui ne vont pas forcément faire de l'enfant une victime au sens judiciaire. Ça n'empêche qu'il peut tout à fait avoir un avocat. Hein. C'est pas, les deux questions ne sont pas liées, mais voilà, il ne faudrait pas du coup faire une mauvaise transposition de cette notion qui est pour le coup très stigmatisante. Et c'est vrai qu'en assistance éducative, il y a beaucoup de parents déjà à qui on prend du temps
pour essayer d'expliquer que c'est une aide à la parentalité, c'est pas une stigmatisation, c'est pas les désigner comme des mauvais parents ou des parents maltraitants, c'est plutôt voilà, leur apporter de l'aide. Et déjà ça prend du temps à faire accepter et c'est quand même le début d'une adhésion et d'un bon travail éducatif. Donc voilà, la notion de victime, faut être très prudent. Sur la question des rapports, oui, c'est une difficulté parce que les rapports, alors ça c'est vraiment du pratico-pratique, arrivent généralement très tardivement dans les dossiers des juges et ça pose une difficulté pour l'exercice des droits des parties, c'est-à-dire que les avocats qui veulent consulter le dossier une semaine à l'avance, en général, n'ont pas le rapport. Et donc, alors je ne vais pas vous mentir, les juges des enfants préparent généralement leurs audiences 2 jours avant, donc s'accommodent très bien de ce système et ne sont même pas au courant que le rapport n'est pas arrivé la semaine d'avant, puisqu'ils s'en aperçoivent éventuellement 48 heures auparavant, et le greffier confère ce que je vous ai dit. On n'a pas assez de greffiers, et donc le greffier n'a pas cette possibilité de pointer, enfin a rarement cette possibilité de pointer, de faire des rappels au service éducatif en disant il nous manque le rapport, on est à 15 jours de l'audience. Donc clairement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est un peu une sorte de chaîne où tout le monde travaille en dernière minute. Et c'est vrai que malheureusement souvent ce sont les avocats qui viennent 4 ou 5 jours avant consulter le dossier et qui vont pâtir de ça. Moi, je sais quand j'étais juge des enfants, là, pour parler de mon exemple, mais je sais qu'il est très, il est très représentatif de ce que vivent les juges des enfants. Régulièrement, je râlais auprès des services éducatifs pour que les rapports arrivent en temps et en heure. Parfois, je décrochais mon téléphone. Je faisais parfois les gros yeux à l'audience pour rappeler tout le monde à ses obligations et sensibiliser au principe du contradictoire et à la nécessité aussi pour les parents d'avoir les rapports à l'avance parce qu'il y a des choses qui sont difficiles et ça demande une préparation, et ça c'est l'avocat qui le fait, des personnes à l'audience. Tout le monde dit oui, bien sûr, tout le monde en fait est absolument convaincu que ça serait mieux, mais n'arrive pas à faire autrement. Et j'ai pas vraiment de formule autre que s'il y avait peut-être moins de mesures par professionnel, il y aurait peut-être plus de temps pour peaufiner les écrits, les envoyer à l'avance, etc. Et une dernière question me vient